Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, brestoises, chose promise, chose due. Bienvenue pour cet épisode 107 de Brest On Air, où je suis rejoint évidemment par Fanche, par Yann. Messieurs, comment allez-vous? Fanche, à 10 jours du championnat, est-ce que tu te sens bouillant? Eh ben écoute, le manque de football se fait un petit peu ressentir, le manque de Stade Brestois aussi, mais avec le match contre la Juve, on s'est remis un petit peu dedans. Ouais, on va être bien content de retrouver notre équipe contre l'OM le 17, avec beaucoup de plaisir. Et sinon, ouais, bah bonjour tout le monde. Yann, comment vas-tu? Eh ben ça va, je suis un peu fébrile puisqu'on est à 3 jours du premier trophée de l'histoire du Stade Brestois avec la CELA Cup face à Newcastle. Le deuxième trophée, si on va être précis, parce qu'il y avait le tournoi de Bercy, mais je sais pas si on le compte. Mais ça va, malheureusement, dans un contexte où, autour du Stade Brestois, l'ambiance est un peu pesante, on va dire. Ouais, beaucoup d'incertitudes à 10 jours du début de la saison contre Marseille, hein, tu l'as mentionné, Fanche. Est-ce que peut-être les Jeux Olympiques et notamment les performances brestoises, avec ce dernier podcast enregistré juste après la médaille d'argent de l'ami Valentin Madouas, peut-être remplace un peu cette Ouais. dopamine qui nous manque Même autour du Stade si, brestois? même si la deuxième semaine des JO est quand même beaucoup, enfin à mon avis, à mon sens, hein, beaucoup moins intéressante et beaucoup moins fun que la première. Voilà, est-ce que pour toi les JO passent par des performances françaises? Bah, Est-ce que tu les vis à travers les performances je pense françaises? que je m'y connais pas suffisamment en fait dans les différents sports que je peux Mmh. voir sur dans les différentes compétitions. Du coup, le seul intérêt que je peux avoir, c'est de voir des performances de sportifs français qui, au Mmh. demeurant, étaient excellents sur la première semaine. Sans ça, bah, tu vois, l'athlé, par exemple, il y a des compétitions qui sont sûrement super intéressantes. Ou je sais pas, j'ai regardé le basket hier, c'était vraiment bien les Français. Mais sans les Français, j'ai un petit peu moins d'intérêt. Mmh. Alors que tu vois, par exemple, je peux regarder le Tour, s'il n'y a pas de Français, même si ça m'embête un peu, c'est pas grave, j'apprécie tout la Ah, compétition. ça se tient, ça se tient. Là, c'est un peu moins bien. Pas Et de comme le pas de foot quand il problème n'y a pas avec Brest. exactement. Non, mais c'est vrai, on le vit Ah bah oui. différemment quand on n'a pas d'attache particulière avec l'événement. Podcast aujourd'hui un peu différent, messieurs, hein, moins de sportifs, un peu plus, d'extra sportifs comme on vous l'avait, teasé un peu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on a eu beaucoup de réponses et malheureusement, plutôt des côtés négatifs autour de ce qui peut se passer, au Stade brestois et notamment donc en dehors du terrain, hein, puisque voilà, vous êtes nombreux à nous avoir fait part à nous faire remonter tout ce qui peut malheureusement aller un peu moins bien du côté hors sportif. On est nous trois comme vous des supporters du Stade brestois. Donc par essence, on a envie aussi que le club progresse et montre le meilleur de lui-même à la fois sur la scène francophone et maintenant avec cette nouvelle saison sur le plan européen. Si jamais ça ne nous intéressait pas et qu'on ne cherchait pas vraiment à, à tirer et que le club tire le meilleur de lui-même, bah finalement on n'en parlerait pas. Donc je pense que c'est aussi important d'en discuter parce que ça nous tient à cœur et justement on est supporter du club et qu'on a envie que le club se développe. Et au niveau extra-sportif, on a un peu l'impression que le club se développe un peu moins vite que ce qu'on peut avoir sur le terrain, l'impression de dichotomie entre le développement et l'évolution d'un club sur le terrain, où c'est vrai qu'on a vécu des choses tout à fait particulières et exceptionnelles en dehors, sur le terrain et en dehors, des choses qui avancent clairement moins vite. Donc on se disait quand même qu'il fallait en parler. 5 ans presque jour pour jour après le premier podcast que nous avions fait et qui va
raisonné certainement, parce qu'il y a des points qui n'ont pas progressé ou n'ont pas été corrigés ou des choses comme ça. Donc à la fois en termes de billetterie, hein, dans un premier temps, on va aussi parler un peu de communication, de merchandising et de la relation entre le club et ses supporters. Je pense que c'est important de parler de ces 4 points. Après, voilà, comme je vous ai dit en introduction, vous avez vous aussi fait part de votre ressenti. Et c'est vrai que malheureusement, Fanch, Yann, il y a eu quand même beaucoup de négatifs et c'est vrai qu'on s'est dispensé d'un sondage qui, je pense que si on avait demandé si les supporters étaient satisfaits de ce que le club pouvait proposer à leurs supporters, je pense que ça aurait été assez stalinien comme résultat de sondage. Ouais, tout à fait. Si l'idée de ce podcast nous est venue, c'est parce que aussi en discutant entre nous au courant de l'été, on s'est rendu compte que finalement, dans un été où on s'apprêtait à vivre la Ligue des Champions, à devoir construire une équipe pour jouer la plus belle des compétitions de club, on passait plus de temps à râler sur différentes choses qui sortaient du sportif. Et en faisant un petit peu le point ensemble, on s'est dit qu'il y avait pas mal d'éléments qui étaient, Quentin t'a cité les différents thèmes qu'on va aborder, qui était, on va dire, pas au niveau d'un club de Ligue des Champions. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Quentin, tu voulais commencer par la billetterie, je crois. Ouais, tu parles même de Ligue des Champions, mais même en Ligue 1, hein, finalement. Oui, bien sûr. Même si s'il n'y avait pas eu ce tournant, on va dire, de l'histoire du club, hein, finalement, puisque la qualification en Ligue des Champions, clairement, ça en est un. Je pense que bon nombre de points auraient quand même été valides. Hein, Mais je pense que la Ligue des Champions met une lumière encore plus forte sur le club et un regard tout à fait, ouais. généralisé plus sur le club. Et ce qui fait qu'on va davantage voir les défauts et les problèmes qu'on a pu relever. Mais après, de mon côté, pour toutes les critiques, toutes les réflexions, je me suis comparé aux autres clubs de Ligue 1, pas aux clubs européens. Et c'est sûr qu'il faut pas aller se comparer à ce que fait un club comme le Real Madrid, mais plutôt ce que font des clubs comme Reims, Toulouse, et voir que, effectivement, à Brest, ça se passe pas de la même manière. Maintenant, il y a aussi des points positifs qui ont été remontés, qu'on va remonter aussi. Là, il s'agit pas d'être là pour descendre Bêtement. gratuitement. Ouais, Voilà. c'est ça. Et ce qui est positif, il faut le dire parce que si on réécoute le podcast d'il y a 5 ans, il y a des choses qui ont bien évolué. Absolument. Donc, messieurs, commençons peut-être par justement donc le système de billetterie, avec notamment ce système de vente en ascenseur, hein, qui est je pense assez unique en Ligue 1, qui avait été expérimenté avec donc le handball. Bon, visiblement, ça fonctionne de leur côté puisqu'ils l'ont remis en place. Mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il y a une certaine idéquation avec un club qui se dit assez proche de ses supporters, très populaire, alors que finalement, si ceux qui ont de l'argent prennent les places très rapidement, ceux qui n'en ont moins ne peuvent pas finalement aller au stade. En fait, ce système-là, en fait, il était bien pensé. J'étais même assez fan de ce système dans une situation où le Stade Brestois est un club de bas de tableau de Ligue 1, joue le maintien et a du mal à faire des guichets fermés. Et on a vu toute la limite la saison dernière. Quand tout le monde veut aller au stade parce que Brest gagne, c'est une prime non pas à l'historique, non pas à ceux qui sont là depuis longtemps, mais une prime à ceux qui ont le plus de moyens, tout simplement. Et là, je comprends la logique parce qu'effectivement, il y a 2-3 ans, il n'y avait pas cette question-là. Quand personne ne voulait venir au stade, au contraire, c'était très bien d'avoir des billets à 5-10 € et, et c'est très bien d'avoir cette idée-là. Maintenant, la réalité, on l'a vu la saison dernière et on le voit sur le début de saison. On le voit aussi sur les grosses affiches. Voilà, c'est pas les plus fidèles qui viennent, c'est ceux qui ont le plus d'argent. Et au-delà des plus fidèles, je pense que c'est aussi de moins en moins les familles. Mine de rien, Marseille, si tu dois payer 200 € pour aller voir le match avec un ou deux enfants, c'est- ça jure face à l'image un peu populaire que tu veux. Maintenant, je sais pas s'il y a vraiment de bonnes solutions. Moi, j'ai vécu notamment en Angleterre, et ils ont ce système que j'apprécie, qui est de mettre des priorités d'achat selon ton historique. C'est-à-dire que si tu as vu tant de matchs sur la dernière année, tu as accès aux billets une semaine avant, 2 semaines avant, des choses comme ça. Et ça peut être assez intéressant. Maintenant, ça n'induit aucune flexibilité sur les prix. Et Alors, si on compare, pardon Fanch, je vais vas-y, vas-y. enchaîner sur ce qui peut se faire en Allemagne, puisque donc en Allemagne, chaque personne, que ce soit moi, vous, donc on peut être membre d'un club
Et donc effectivement, là aussi, on a une priorité d'achat sur les billets avec, je pense que c'est assez bien pensé, hein, même si, évidemment, on n'a pas le système allemand, mais pourquoi pas éventuellement, payer quelque chose en début de saison pour avoir, une, heu, une, heu, une Sorte de cotisation, disponibilité, une ouais, que c'est ça, une sorte de cotisation. cotisation au club pour avoir des avancées sur les billets, un peu avant d'autres Et je qui ne pense le qu'il serait aussi faire. bien de fidéliser, parce qu'il y a pas mal de fois de messages qui sont revenus sur l'absence de fidélisation des supporters. Ça existait avant, notamment lorsqu'on s'abonnait. Si on était abonné depuis, 1, 2, 3 jusqu'à 5 ans, on avait une réduction, au prorata du nombre d'abonnements. Là, par exemple, pour le Brest PS Paris Saint-Germain, qui je suis sur la page, hein, qui est en vente, donc c'est, où il y a des places à, par exemple, 100 € en Foucault Central, mais c'est la même chose, 100 € pour Brest Le Havre quelques temps plus tard, hein. Donc les tarifs sont absolument lunaires, je regarde. Enfin, moi, je suis abonné, donc j'achète très très peu pour la billetterie, à la limite pour des gens qui doivent venir de temps en temps. Mais quand je vois 50 € le prix en top Atlantique, vous allez me dire oui, ça va baisser, certes, mais comme vous le disiez, pour le PSG, ça va pas baisser jusqu'à la dernière semaine, puisque ce sera parti avant, avec les gens qui ont beaucoup d'argent. Ce serait plutôt intéressant de mettre, comme soit pour les gens qui étaient là l'année dernière, ou priorité d'achat aux abonnés, des gens qui ont envie de faire profiter leur famille, leurs amis, et on est certain que ce ne sont pas des Parisiens ou des Marseillais qui viendront prendre ces places-là. À mon avis, il y a pas mal de choses assez simples à mettre en place. Je sais pas, il y a des gens qui ont fait des déplacements l'année dernière, peut-être qu'eux auraient une priorité d'achat, j'en sais rien, c'est des idées qui sont balancées à la volée, mais laisser le stade grand ouvert comme ça à n'importe qui à des prix mirobolants, ça me semble être une mauvaise idée en effet. Maintenant, c'est une mauvaise idée en termes d'image populaire. Je pense que financièrement, le club est très content de cette solution. Bien Faut sûr. prendre en compte ce point de vue purement commercial. Mais bon, est-ce qu'un club de foot ne doit être que commercial? Bah, quand il se vend comme club populaire, quand il se revendique club populaire, quand il se revendique club proche des gens, avec les Brestois pour les Brestois, il y a finalement un écart entre le discours qui est tenu, l'image qui est souhaitée, et la réalité de la situation. Parce que finalement, on imagine que c'est pas très rentable de vendre des places à 4 €. Clairement. Donc j'imagine que l'idée aussi, c'est, que les places soient vendues le plus tôt possible, donc le plus cher possible heu et on le ra on d'autant plus, ces temps-ci, on le rapporte assez souvent, mais pour diversifier un peu les rentrées d'argent d'un club, et notamment français, hein, puisque, les clubs français, font, beaucoup, beaucoup trop confiance aux rentrées de droits télé, et on le voit actuellement, que ça pêche, hein, naturellement, quand ces droits télé ne rentrent pas, il faut Mais d'autres sources de rentrées d'argent, et on va le voir plus tard que ça pêche un peu aussi à ce le niveau-là. Stade Brestois, Mais messieurs, a trouvé la solution pour contrer ces manques d'argent liés aux droits télé. Tout Ils à ont fait. inventé les, droits les frais de dossier. Alors ça, il fallait qu'on en parle aussi avant que Yann, je te redonne la parole. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire une transaction sur la billetterie, qu'on achète son billet, je sais pas, à 50 €, et ben on va le payer 51 € parce qu'il y a en ligne, hein, parce qu'il y a des frais de dossier. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique à quoi servent ces frais de dossier. Pourquoi? Parce que j'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'achète des trucs sur Internet régulièrement. Je pense que vous aussi. J'ai jamais vu ça, cette notion de frais de dossier. Donc j'aimerais qu'on m'explique à quoi ça sert et pourquoi. Je trouve ça scandaleux. D'autant alors, que pour, juste rebondir sur ces frais de dossier, donc il y a l'année dernière, moi j'avais acheté une place pour, donc en route de Quimper pour Brest-Lorient, donc à 25 €. Je devais vraiment acheter la place, donc j'avais payé un peu plus cher pour l'avoir, donc 26 € naturellement. Et donc alors c'était pas l'année dernière, pardon, c'était l'année d'avant, puisque c'était l'année où on n'a pas pu aller route de Quimper, donc naturellement j'ai été remboursé, mais j'ai été remboursé 25 €. Ah J'ai bah pas oui. été remboursé 26 €. Et tes frais de dossier à toi alors? Mes frais de dossier, on les paye, mais on nous les rembourse pas quand on doit nous les rembourser, donc c'est vrai que c'est très symbolique, hein, mais puisque bon, 1 Dans les € ça petits va, détails. on peut, voilà, mais c'est gênant, c'est gênant. les frais de dossier en question, moi j'ai déjà vu ça sur plusieurs plateformes sportives, notamment pour les JO, hein. Ils sont pensés théoriquement pour assurer le financement de l'architecture du logiciel. Mais en fait, qu'on vienne pas nous faire croire que, vu le nombre de billets vendus à l'année, il y a besoin de mettre 1 € de frais de dossier à chaque fois. Et ça me pose d'autant plus problème sur les matchs à l'extérieur. Parce que match à l'extérieur, régulation de la LFP, le prix maximal est de 15 €. Et donc, ils rajoutent 1 € de frais de dossier sur chaque transaction, sachant qu'il est impossible d'acheter des billets d'une autre manière qu'en ligne.
il n'y a pas le choix, c'est un frais de dossier qui est imposé. Et ça me pose un premier problème. Là encore, il y a des solutions. Et ça, je l'ai vu, encore une fois, je vais aller en Angleterre, où les frais de dossier sont davantage à la création du compte plutôt qu'à chaque transaction. Et à la limite, si tu me dis, il faut un compte pour acheter un billet et il faut que tu payes la création de ton compte 1 euro, ça te permet d'acheter tes billets après, je trouve ça cohérent et je pense que ça suffit assez largement à financer un logiciel, un fonctionnement qui a l'air assez basique et qu'on retrouve dans tout. Enfin, je veux dire, le Stade Brestois n'est pas le seul club de France à avoir une billetterie en ligne qui fonctionne. Et à propos justement des billets pour les matchs à l'extérieur, c'est vrai qu'on a eu quand même un manque de communication assez important sur une fin de saison qui était quand même très très attendue, avec des déplacements qui étaient très très attendus, que ce soit à Lorient, que ce soit à Rennes ou même à Toulouse. Il a manqué de communication sur, euh, sur ces matchs et la disponibilité surtout des billets, euh, de quand ils allaient sortir en ligne, parce que il y avait beaucoup de gens, nous particulièrement, hein, puisque on était intéressés pour faire les déplacements. Mais ouais, il fallait juste savoir que c'était généralement le lundi, hein, je crois 10 jours avant les matchs, autour de 10 heures. Il fallait rafraîchir, et à un moment donné, on pouvait réserver les billets en ligne pour les matchs à l'extérieur. Euh, Si jamais on n'avait pas eu Yann qui avait un peu de temps devant lui, c'est vrai qu'on n'aurait pas su tout ça, quoi. C'est ce qui est un peu dérangeant pour des supporters comme nous et comme n'importe lesquels, hein, qui veulent se préparer à faire des déplacements, qui éventuellement ont besoin je crois, louer une voiture, se, Prendre un se billet mettre de d'accord train. avec, ouais, c'est ça, se mettre d'accord avec des potes pour faire un covoiturage, ou se préparer à préparer justement un déplacement. Ça se fait pas non plus à l'arrache. C'est pour ça qu'on crie aussi sur la LFP qui annonce la programmation des matchs très très tard, et voire même l'échange quelques jours avant, du samedi au dimanche, comme ça peut être le cas pour Toulouse. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus de communication aussi pour ces billets à l'extérieur, surtout J'ai 2 points. particulièrement quand il y a une demande qui est très importante. J'ai 2 points justement là-dessus, extérieur et domicile. La première, c'est qu'il y a un bouton d'alerte qui est génial, qui est supposé te prévenir quand les billets sont mis en vente. C'est génial, l'idée est parfaite, sauf que ça ne marche pas. Je me suis inscrit à toutes les alertes sur les, on va dire, 10 derniers matchs de la saison. Je n'ai pas reçu le moindre mail d'alerte disant que c'était mis en ligne. Et c'est dommage. La deuxième chose, et là c'est peut-être plus sur les billets à domicile qu'à l'extérieur, qui génère un sentiment de frustration, c'est que en fait des billets sont remis en vente de manière un peu aléatoire et sans communication. Donc typiquement, tu te retrouves le lundi, tu vois, bon bah il y a plus de billets, tant pis, et 3 jours après, ah bah il y a 100 billets qui viennent d'apparaître en tribune Arkea. Puis le lendemain, il y en a plus, et le lendemain d'après, il y en a 10 qui viennent d'apparaître en tribune Eurodiff. Et je parle bien sur la billetterie, pas sur la revente. Et je pense que là, on a un peu fait le tour de la billetterie, mais dans les choses positives, moi, je tiens quand même à souligner le système de la revente qui, lui, marche. Enfin, il marche très bien, il n'y a pas de souci. On trouve facilement les billets, on les revend facilement. Donc, moi, j'ai pas de problème avec la revente. Au contraire, c'est une très bonne chose qui a été mise en place depuis 3 4 ans. Ouais, tout à fait. Là-dessus, on est parfaitement d'accord. On nous a par contre, je crois que c'est toi, Fanche, qui avait une connaissance qui s'était abonné au club, qui avait fait qui habite pas à côté, qui avait fait un petit déplacement pour venir chercher sa carte d'abonnement. Alors c'est pas une connaissance, c'est quelqu'un sur le forum, D'accord, pardon. c'est-à-dire qui a parlé de ça effectivement, qui venait d'assez loin. Je crois qu'ils avaient une bonne heure de route aller, une bonne heure de route retour pour chercher les cartes d'abonnement à la boutique, et c'était pendant les fêtes maritimes, et on leur a dit que voilà, pendant les fêtes maritimes, il y avait un stand présent au port, donc il y avait moins de monde en présentiel à la boutique, et donc ils n'étaient pas en mesure de lui donner ses cartes ce jour-là. Voilà. Donc il y a aussi et de manière générale et globalement, c'est pas l'endroit de Brest où on est le mieux accueilli. On peut le dire, effectivement. Ah, franchement, non, mais Euh, c'est encore une fois, c'est pas pour taper sur qui que ce soit, beaucoup de non, non, mais respect. c'est aussi C'est ce qui ce qui remonte nous. tout le temps, c'est ce Ouais, qui là, remonte tout le temps. exactement, Tu arrives à exactement. la boutique, bon, tu l'impression de déranger. Tu l'impression de déranger, t'es pas bien accueilli, pas par tout le monde, mais par certains sur place. Donc tu même pas envie d'y retourner, hein. Ça fait des années que j'ai pas rien acheté maintenant à la boutique Stade Brestois. J'y suis allé, mais j'ai pas acheté parce que aussi pour ça. Par contre, on salue ceux qui nous accueillent correctement, parce qu'ils existent aussi. Voilà, on les salue, on les remercie de faire leur travail juste normalement.
Bah justement, puisqu'on parle de la boutique, on peut peut-être passer à l'autre gros point qui a été remonté, c'est au niveau du merchandising, des produits, de ce qui est proposé. Et notamment, par rapport à l'actualité actuelle, qui est quand même assez importante d'un point de vue rentrée d'argent potentiel pour le club. Surtout que je pense que chacun d'entre nous avions envie d'acheter tout ce qui pouvait se vendre euh, avec Ligue des Champions, Coupe d'Europe marquée dessus. Euh, Malheureusement, on n'a eu qu'une écharpe. Très moche. Une écharpe pas très belle que j'ai quand même acheté parce que de toute façon il y a que 15 euros, hein, donc moi si m'avait filé un t-shirt j'aurais acheté le t-shirt. J'ai toujours le t-shirt de la montée en Ligue 1 de 2010. C'est des pièces de collection, alors évidemment c'est un t-shirt donc il n'est pas en bon état, mais ça reste des pièces de collection qui ont une valeur sentimentale, qui ont une valeur un peu symbolique. Malheureusement pour la Ligue des Champions, si on n'a pas l'écharpe, si on bat pas au match et qu'on garde pas les éventuels billets de match, on n'aura pas trop de souvenirs hein, finalement de cette qualification en Ligue des Champions et beaucoup de gens voulaient acheter. Je pense que l'écharpe s'est vendue vraiment comme des petits pains, mais il y a eu que ça et c'est vrai que c'est quand même un peu dommage hein, quand on voit par exemple que une équipe comme Lyon, évidemment, qui a un standing un peu plus important que le Stade Brestois, revêtis des t-shirts après leur match de Valenciennes pour leur qualification en finale de Coupe de France. Donc c'est pas non un club comme Lyon, c'est pas non plus zinzin de se qualifier en finale de Coupe de France. C'est vrai que nous, que les joueurs n'aient pas un t-shirt Stade Brestois Coupe d'Europe après le match contre Toulouse, alors qu'on était sûr d'aller en Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions ou pas, je sais pas, moi ça me pose problème. Après, peut-être que ce n'est que moi, mais ouais, décevant d'un point de vue au moins de Ligue des Champions. Après, beaucoup nous ont fait remonter aussi qu'il y avait un manque de diversité, ce que je partage pas nécessairement autour de la boutique, mais en tout cas c'est ce qui nous a été remonté. Sur de la diversité, moi, j'ai un point à faire remonter. C'est un point mi-négatif, mi-positif. Finalement, si vous vous souvenez, ça doit faire 8 ans, sorti un peu de nulle part, on a dévoilé un maillot bleu avec un logo alternatif, le logo rond. Et ça fait 8 ans qu'on entend des gens dire à quel point ce logo est génial, à quel point ils aimeraient le voir plus souvent. Et en fait, ça fait aussi 8 ans qu'il est disponible sur certains produits, mais pas sur tous, qu'il est là de temps en temps. Et il n'y a pas de ligne conductrice, on ne sait pas quoi faire de ce logo, alors que c'est un logo qui plaît. Et typiquement, j'ai l'impression que c'est un logo qui passe très bien si Brest veut lancer une filière un peu streetwear. Et il y a ce marché pour le streetwear. Et on le voit, typiquement, là j'ai regardé les nouveaux arrivages cette saison à la boutique, il y a des suites avec ce logo, ils rentrent très bien. Et à aucun moment, cette ligne n'est mise en avant, que ce soit par le club, que ce soit par des joueurs. Enfin, ça me surprend énormément parce que ce logo fait la quasi-unanimité auprès des supporters de Brest et ça se vendrait encore une fois très bien. Alors que là, pour le coup, les produits existent. C'est juste qu'il faut le savoir. Et personne, il y a rien autour. Il n'y a pas de communication, personne ne sait ce Il y que a ça aussi des représente, produits d'où très ça basiques vient, qui devraient être présents en tout ça, boutique. et c'est trop dommage. Il y a aussi des produits très basiques qui devraient être présents en boutique, comme les maillots de gardien enfants et maillots de gardien tout court. Et visiblement, cette année, il n'y en aura pas. C'est ça hein, qu'on nous a fait remonter. Ce sera pas possible pour un petit d'acheter le maillot de Marco Bizot ou de Grégoire Couder. Moi, je suis allé par exemple dans la boutique de Valence, du FC Valence cet été. Le FC Valence joue pas de Coupe d'Europe. Hein. Ils ont un stade qui tombe un peu en ruine aussi. Alors évidemment, c'est un grand club, mais quand tu vois la boutique, tu arrives dans un autre monde. Tu arrives dans un autre monde, et je parle pas de la boutique du Real ou du Barça, hein, je parle de la boutique du FC Valence. Tu arrives dans une autre monde avec des gammes de maillots, des maillots des années précédentes, il y a des rayons à ne plus savoir qu'en foutre. Et la boutique est placée en plein cœur du centre-ville. Tu as une autre boutique juste à côté du stade. Au Stade Brestois, si tu veux aller, tu es obligé d'aller te déplacer je sais pas trop où, à un endroit où vraiment stratégiquement c'est naze, quoi. Même l'emplacement de la boutique, il est pas bien. Et on parle pas de la forme de la boutique. Non. Il faut Ah oui. faire un footing pour aller au fond. Ah non, mais ça, oui, ça aussi. Alors qu'ils avaient une très belle boutique. Alors j'imagine que le loyer devait être assez élevé en plein centre-ville, mais je pense que tu peux trouver une alternative entre soit être en centre-ville, au moins en placer une à côté du stade, et parce que là, aller jusqu'à Kergaradec, ça tu te coupes d'une partie des gens. Encore une fois, on revient à cette idée de rupture avec le public. Je sais pas à quoi sert leur... et cumuler boutique en des foot, pourquoi pas, mais fais au moins une boutique spéciale foot en ville, quoi.
Pourquoi Oh, pas même une cumuler spéciale hand, hein, enfin, que ce soit. Ouais, moi je suis d'accord, pourquoi pas cumuler hand et foot, mais ne le fais pas que sur la boutique. Parce que c'est un peu lunaire, on sait que c'est les mêmes propriétaires, il y a la boutique en commun et c'est tout. C'est littéralement tout. Sinon, sur l'emplacement de la boutique, ça amène à un autre point, c'est que la boutique, ça peut aussi être vu comme l'endroit un peu pour les touristes, les gens qui viennent en vacances. Pas forcément des touristes, ça peut être des gens qui vivent à Paris à l'année, qui viennent Voilà, l'été en la vacances preuve à avec Brest. Fanche, par Ouais, exemple, à exactement. Moi, Valence. quand je vais dans une ville, enfin, en voyage ou quoi, j'aime bien aller faire un tour au stade s'il est pas trop loin, et dans la boutique du club pour me ramener un souvenir ou un truc. Je l'ai pas fait pas avec l'OGC Nice quand j'y étais à la fin d'année. Bah, ouais, j'y étais pour le match de Toulouse. Moi, j'étais à Nice parce que la boutique était fermée, mais je suis passé au centre d'entraînement. Pareil, je vous avais dit, les installations sont absolument dingues. Valence, là récemment, pareil, on est à des années-lumière en termes de prestations merchandising. Et Moi, j'avais fait la justement, pardon, excuse-moi Yann, j'avais fait la même chose, tu vas sûrement reparler de ton expérience aussi personnelle, mais j'avais fait la même chose moi à Vienne. Quand j'avais été, en Autriche, j'avais été prendre un petit souvenir de l'une des je crois qu'ils ont 3 boutiques, le Rapid Vienne, dont une en centre-ville évidemment. Heu, Par contre l'Austria n'avait pas de boutique en centre-ville, c'était au niveau de stade, mais par contre au niveau standing de la boutique, c'était assez impressionnant, elle était vraiment gigantesque et et assez pleine, hein, et même il y avait beaucoup de choses de l'Austria, mais aussi beaucoup de choses de l'Austria liées à la ville. C'est dommage de ne pas avoir peut-être comme ils l'ont fait finalement aux Fêtes Maritimes, mais une gamme un peu plus maritime autour du Stade Brestois, mettre un peu l'identité un peu portuaire et l'histoire portuaire de la ville liée au Stade Brestois. Ça pourrait faire des choses un peu sympas, comme ils l'ont fait d'ailleurs au centre-ville, aux Fêtes Maritimes, même si je pense, Yann, ouais, tu reviendras à ce stand des Fêtes Maritimes. bah, oui, c'est ça, je pense qu'en fait, et je suis pas le seul, j'ai parlé avec plusieurs amis qui se sont baladés dans les fêtes maritimes et qui se disaient, soit ne voyaient pas le stand, soit se disaient qu'en fait, en le voyant, autant ne rien faire. Et là, c'était un pauvre stand avec juste le maillot qui était au fond. Il y avait rien qui indiquait ce qu'était le Stade Brestois. Il y avait encore une fois aucun élément sur la saison historique qui venait d'être vécue. Et ça ne donnait vraiment pas envie d'acheter ce produit-là. Il n'était pas du tout connoté Brest, il n'était pas du tout mis en avant, il y avait rien d'autre. Et ça a été une grosse déception parce que vu qu'il y avait eu quand même un peu de communication sur, sur Brest sur les mois précédents et évidemment tout autour des fêtes maritimes, je m'attendais à avoir un beau stand. Et bah non, en fait. Et on peut pas dire que c'est quelque chose qui soit tombé de dernière minute, c'est tous les 4 ans, hein, les fêtes maritimes. Théoriquement, il y a le temps de les préparer. Là-dessus, je ne sais pas si c'est la faute du club ou si c'est les organisateurs des fêtes maritimes qui ont donné un tout petit stand, qui ont dit vous faites avec ci, ça, voilà, et puis c'est tout. Mais j'étais franchement très très déçu par ce qu'on a vu et, et je pense qu'en fait, à ce compte-là, ça aurait peut-être été mieux de pas être là. Moi, j'ai été le mercredi, je l'ai pas vu. Donc, je sais pas s'ils sont partis peut-être une journée en avance. Mais ouais, c'est vrai que d'autant que les Fêtes Maritimes ont été un vrai succès populaire. Donc, ça aurait pu être aussi quelque chose d'intéressant. Je crois que Armor Lux l'avait compris, puisque avec leurs 5 ou 6 stands sur l'ensemble du, du port, je crois qu'eux avaient compris que ça pouvait être une rentrée d'argent assez significative. On ne demande pas non plus d'avoir 5 ou 6 stands, mais au moins un peut-être bien placé. Je pense que ça aurait pu être le cas, même si on imagine bien que pour l'organisation des fêtes maritimes, avoir un stand du Stade Brestois, c'est pas non plus capital, quoi. Donc déjà, si on en avait eu un beau, peu importe où, ça aurait été peut-être un peu intéressant, mais Il y avait également, pour terminer, des remarques qui avaient été faites sur Twitter, notamment en lien avec le flocage qui est annoncé gratuit pour les abonnés, mais si tu vas te faire floquer ton maillot à l'issue de la saison, après le dernier match, on te le fait payer. Donc ça, pareil, c'est des mais encore une fois, on est dans le petit détail, mais petit détail ajouté au petit détail, ajouté au petit détail, ça commence à agacer, je pense, pas mal de supporters. Et justement, un supporter, ça c'est aussi peut-être le point le plus important personnellement, c'est la relation au supporter et l'accueil au stade. tout à fait, tout à fait. Alors évidemment, on sait très bien, hein, on est au courant que le stade a fait son temps, que la création du nouveau stade cherche aussi à pallier à ce manque d'expérience, on va dire, stade. Ceci étant,
Et on peut dire quand même qu'un effort a été fait depuis l'arrivée des Lessins à ce niveau-là, hein, clairement, parce que il le fallait de toute façon. Hein. Mais il y a aussi certaines bonnes idées qui ont été mises de côté. Hein. On se souvient quand on mangeait gratuitement à Francis Leblay. C'était une bonne idée, ça. C'était une bonne idée. Après, On comprend qu'on puisse pas le faire sur toute Voilà, l'année, mais exactement. une fois par an, c'est une très bonne idée. Et Francis paye sa tourne, ça aussi, c'est une très bonne idée. Tout le monde connaît, tout le monde en rigole, tout le monde sait que ça existe. Et je trouve que ça fait vraiment partie des choses très positives. Mais pareil, dans la chose très positive, ils ont quand même ce côté toujours un peu rat où ils te le font dire, ok, mais c'est que en avant-match. Hein. Après, mi-temps, c'est terminé. C'est un peu dommage, ça. Tu le fais complètement ou tu le fais pas du tout. Quoi. Surtout sur des matchs, par exemple, ça commence à 13h. Bon, tu viens de manger, quoi. Donc, tu n'as peut-être pas nécessairement besoin de 50 centilitres de coca juste après avoir mangé. Par contre, à la mi-temps, certains ont peut-être chanté, certains ont peut-être la bouche un peu sèche. Ouais, ou en après-match, tu vois, même si tu veux te flâner un peu, rester. Ils veulent faire du nouveau stade un lieu de vie. Là, en après-match, bah, tu sors et c'est terminé, quoi. Bah, je t'avoue que dans l'après-match, on est plutôt poussé dehors. Hein. C'est vrai. Ah oui, bah, en tribune Quimper, oui. Après, je sais pas, dans les autres tribunes, on n'y va pas très C'est souvent. vrai, c'est vrai. Mais en Quimper, c'est vrai que 5 minutes après, t'as intérêt de mis dehors. Est-ce qu'on peut peut-être parler des tap-tap? Bah, il faut arrêter ça. Voilà, merci. On peut passer au... Je pense qu'il faut arrêter ça, il faut arrêter les tap-tap. Et puis même, si on parle de nourriture, tout ça, c'est... là, pareil, c'est les échos qui sont revenus. Et puis j'ai pu voir en tribune Arkea notamment. C'est mieux. C'est mieux que ça n'a été, mais c'est encore très loin d'être bien. Je connais pas mal de gens qui sont allés à Lorient l'année dernière pour le Lorient-Brest, parce qu'on était pas mal de Brestois qui étaient aussi en tribune lorientaise, et disaient que l'accueil à Lorient, dans le stade, qui est pas non plus extraordinaire, était bien mieux, que tu mangeais mieux, que tu étais mieux accueilli, etc. C'est un peu dommage. C'est ça. Et par contre, il y a eu quelques initiatives très sympas. Je pense en fin de saison dernière, on a eu un ballon de match qui a été livré par hélicoptère. Je ne demande pas ce que ce soit le cas chaque semaine, mais par contre, quitte à faire un avant-match un peu spécial, bah, pourquoi pas faire des petits trucs différents à chaque fois plutôt que de retrouver avec des flammes qui n'apportent rien ni pas grand-chose, quoi. Et puis mettre peut-être ouais, en avant par exemple donner un coup d'envoi, pas forcément à chaque fois à un partenaire ou un truc comme ça. Je pense que les partenaires ils mangent déjà suffisamment bien au stade pour pas avoir besoin d'être donné le coup d'envoi. Mais t'as pas mal de Brestois qui font des. Il y a eu Valentin Madoise l'année dernière qui avait été invité pour Brest-Lens. qui a lancé la saison d'ailleurs. Bien sûr, donc ce serait une honte absolue s'il ne lançait pas celle-ci, bon, s'il est disponible bien sûr, mais je pense que tu as pas mal de Brestois qui font des choses qui pourraient être mises en avant, mises en valeur, des associations, ce genre de choses, à donner le coup d'envoi. C'est une idée comme une autre, hein, mais Et dans les bonnes idées qu'il y avait eu, et malheureusement ça a été abandonné, ça a été en pré-saison de faire chanter, je sais plus quelle chanson, je crois que c'était La Fanny par une chanteuse qui venait. Alors, bon, c'était mal calibré parce qu'elle adaptait pas son chant à un environnement stade selon moi, mais ça concourait justement à créer une expérience, à associer les supporters. Et ça, c'est une alors, très bonne idée. Moi, je serais très content que ça revienne, peut-être un peu différemment, mais voilà, c'est un exemple de bonne idée qui a été arrêté. Oui, bon, je pense pas que ça ajoute une plus-value en soi. non, non, bah, c'est juste qu'ils veulent pas de Brogos à Brest, mais c'est très bien. Oui, mais moi, je suis d'accord C'est pas avec un ça. problème. Donc, tu fais. Moi aussi. Mais on va pas le dire parce que c'est positif. Pas trop de positif quand même. Non. Un petit détail que moi j'ai vu être fait donc à Vienne aussi, au stade du Rapide. Disons que le match se joue un 15 septembre. Tous les abonnés qui sont nés un 15 septembre sont présentés à la mi-temps sur le terrain. Alors je crois qu'ils gagnent, enfin ils ont tous un maillot aussi avec leur âge. Après, on ne demande pas non plus d'avoir un maillot chacun pour notre 80e anniversaire. Mais pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Ou en prendre Ah, un, tu vois, t'es pas obligé de les prendre tous, mais tu tires au sort un abonné qui a son anniversaire le jour du match, tu lui offres un maillot. ouais, voilà, ça Mais peut être, ça tu pourrait vois, être une ça, idée. parce que des abonnés qui sont nés le même jour que toi, il n'y en a pas 50 000, t'as une petite chance de gagner quand même, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et Bon, avec un peu. après, si je me trompe pas, c'est une animation de mi-temps, ça? Parce C'est que l'annulation on de a mi-temps. déjà une animation à la mi-temps. Ouais, on On peut en la Oui, fait faire, quand on on peut veut. la faire en mais avant-match. on peut faire en avant-match, tout à fait. Tu peux dire, voilà, 10 minutes avant les compositions, c'est le tirage au sort de la. En plus, ce genre de truc de tombola, de tirage au sort, ça attire quand même pas mal les gens.
Et tirage au sort, tu vois sur les défilés les différents noms d'abonnés sur l'écran, ça s'arrête sur un peu en mode Teddy Riner qui est plus de 90, vous avez vu. Bah, ça s'arrête sur là, paf, Quentin. Bah, toi, du coup, ce sera jamais toi, mais Non. bah, Quentin, bah, tu gagnes le maillot de. Non, je vais pas dire. Bah non, c'est avec ton, Avec ton nom, ouais. nom et Ouais, mais je vais pas dire ton ton nom. âge quoi, comme numéro. D'accord, ouais. Après, comme tu l'as dit, ça n'arrivera jamais, à moins qu'on ait un match amical, un 6 août. Mais bon. Ah, quoique l'année dernière, la Ligue 1 a repris le 7. Hein. Voilà, donc ça n'arrivera jamais. Coup dur. On nous a aussi fait remonter pas mal le manque de fidélisation des supporters. Ouais. Et notamment en particulier, alors c'est sympa, tu vois, le dessous de verre, ça fait un peu léger, quoi. C'est un peu léger, c'est très léger même. Voilà. C'est d'autant plus léger que c'est la saison où le club, pour deux raisons qui peuvent s'entendre, supprime la dégressivité selon l'ancienneté de l'abonnement. Et j'ai vu Mmh. également un commentaire d'un gars qui disait qu'il avait pris 6 abonnements pour 6 personnes différentes et qu'il avait eu un sous-vert pour les 6 parce que c'était la même commande. Enfin, franchement, je suis désolé, mais c'est tellement ras que. Du coup, à mon avis, à Il l'apéro, va ils font chacun à leur tour. il va falloir partager, hein, le dessous de verre. Faut prendre des shooters, quoi. Et il y a quelqu'un qui s'est dit au club que c'était une bonne idée de faire un sous-vert pour 6. Après, moi, le dessous de verre, je l'utilise, voilà, c'est un peu je demande pas grand-chose, hein, de toute façon, bah, je me Ah, suis mais abonné un de toute sous-vert façon. pour 1, c'est bien. Pour 6, c'est pas suffisant. Pour 6, faut des petits verres. Ils auraient pu les offrir, ceux-là aussi. Oui, tout à Je sais fait. pas s'il y a des shooters avec le logo du Stade Brestois dessus. Et dans une ville comme Brest, ça pourrait faire un best-seller, quoi. Avec modération, bien sûr. Bien sûr, naturellement. Et on saluera néanmoins la mise en place de la nouvelle sono en fin de saison, qui a fait du Oui, bien à nos esgourdes. Il y a un point qu'il faut. Alors, tu as donné un point positif, peut-être contrebalancer immédiatement. Euh, c'est le sous de verre, ça. Non, non, t'as donné. Je fais un blanc. Là, je vais me muter. Au-delà de ce point positif, effectivement, la sono qui est enfin un petit peu plus audible. Il y a eu un gros couac cet été et qui n'est pas encore résolu, c'est la gestion de la tribune Quimper pour les 2 premiers matchs de la saison. Alors pour rappel, hein, les Celtic Ultra ont largement communiqué à ce sujet, on avait relayé leur message, c'est-à-dire qu'une partie de la tribune Quimper qui est appelée le bloc C, donc grosso modo, quand on regarde la tribune Quimper depuis les autres tribunes, c'est un peu sur la droite derrière le but, sera fermée pour le match de Marseille et de Saint-Etienne. Et donc ça concerne les abonnés Celtic Ultra, mais également les gens qui se sont abonnés via les Celtic Ultra sans faire partie du groupe. Donc moi je connais des gens qui sont abonnés avec eux, mais en étant juste abonnés de Tribune Quimper et pas Celtic Ultra. Eux seront punis des 2 premiers matchs et le club refuse de replacer les supporters. Donc on a eu accès, hein, c'est sourcé à des échanges de mails, etc. Où le club refuse très clairement de reloger pour l'instant les supporters ailleurs dans le stade en disant que voilà, il y a pas la place, etc. Alors que Yann, tu vas pas me contredire, mais il balance des invitations à tire-larigot. Donc il y a une volonté clairement de se couper d'une partie de ces supporters-là. Et je vous laisserai rebondir là-dessus après, mais j'enchaîne juste avec l'autre problème, c'est la gestion des supporters qui étaient en Italie, où là, pareil, on a eu échange de mails avec les Celtic Ultra qui ont fait tout le nécessaire pour prévenir de leur présence en Italie, en donnant le nombre de membres présents, les dates d'arrivée, etc. Et ce, bien à l'avance. Et ah oui, bien à l'avance, oui, c'est pas au dernier moment, hein, c'était vraiment des semaines en avance. Et le club n'a rien fait pour prévenir, donc que ce soit la ville ou le club, le stade de Castel di Sangro ou le stade de Pescara. Donc ça s'est arrangé au tout dernier moment grâce au responsable relations presse du Stade Brestois qui a fait le travail magnifiquement bien. On peut le remercier pour ça. Mais par ailleurs, ça a été très très mal géré et les supporters ont dû se mettre en relation eux-mêmes avec les autorités italiennes pour annoncer leur présence et on leur a répondu bah écoutez on est ravis de l'apprendre mais malheureusement toutes les places ont déjà été vendues sur place en Italie donc on ne pourra pas vous accueillir sauf que bah, les billets d'avion avaient été pris et même certains étaient déjà sur place. C'est quand même problématique quand tu sais que tu vas jouer une saison de Ligue des Champions et là ils étaient une dizaine.
Ce sera pas 10 personnes qui se déplaceront à Londres, à Madrid ou à Munich l'année prochaine ou dans 2 mois. Donc j'espère que là, le stade va mettre les moyens nécessaires pour accompagner les supporters en déplacement. Vous vous souvenez du déplacement à Rennes l'année dernière à Milan? C'était absolument dingue et je sais plus combien ils étaient, c'était près de 8000 si je dis pas de bêtises. S'ils n'arrivent pas à gérer 10 gus, qui ont l'habitude de se déplacer, qui savent comment ça marche, comment est-ce qu'ils vont faire quand il y aura 500, 1000 ou 2000 Brestois à aller en Espagne ou en Angleterre? C'est très très inquiétant ça par contre. Et le souci, c'était juste que X n'avait pas communiqué à Y. Oui, l'information. Donc est-ce qu'on se rend compte peut-être de l'amateurisme finalement Précisons que de X et Y sont dans le même club. Il n'y a pas les gars de la Juventus ou de Pescara ou de Napoli. C'est X du Stade Brestois n'a pas communiqué à Y du Stade Brestois. Ouais, mais il fallait aussi communiquer au club adverse. Mais après, ça aurait dû être à Y du Stade Brestois de communiquer au club à Brest. Mais C'est si ça. Y du Stade Brestois n'a pas l'information parce que X du Stade Brestois ne lui a pas envoyé, bah c'est quand même. Il suffit d'un mail. Hein. Ça prend 2-3 minutes maximum. L'adresse, elle est déjà enregistrée. Tu tapes les 2 premières lettres, tu la trouves directement. Je pense que c'est jouable même pour. Surtout que les responsables de supporters, donc du côté supporters, les différents relais, parce qu'il y a un groupe de supporters, c'est composé comme ça. Hein, tu as évidemment la masse des supporters et un bureau avec des gens qui ont des tâches bien précises, qui communiquent sur les déplacements. Ils savent très bien qui c'est. Ils font les déplacements tous les 15 jours. C'est pas très compliqué. C'est vraiment, je sais pas si c'est un manque de sérieux, un amateurisme ou une volonté de ne pas les aider, mais c'est terrible. Alors le message, juste le mail qui avait été envoyé pour annoncer la présence en Italie, avait été envoyé le 2 juillet, de la part des supporters aux responsables du Stade Brestois. Le 2 Donc, juillet. Le donc match était finalement, un mois avant. dès que les matchs amicaux avaient été annoncés pratiquement. C'est ça, c'est ça. Une pensée aussi pour les supporters visiteurs qui viendront à Guingamp. Oui, Bon courage à eux. oui. Et pensez pour les supporters brestois qui iront à Guingamp aussi. Hein. Oui, tout à fait. Bon Parce courage à que eux également. aucune Il communication sur les prix. Sur d'éventuels packs, je veux dire, les abonnements, ils ont été capables d'annoncer les prix des abonnements au mois de mai, au mois de juin. On est au courant qu'il y aura 4 matchs à Guingamp au minimum. On ne connaît pas les adversaires, mais peu importe. Les entreprises VIP, etc., ont déjà eu leur package avec les prix qui ont été annoncés à droite à gauche. Le supporter qui vient suivre son équipe de Brest depuis le National, la Ligue 2, qui a son rêve de voir un match de Ligue des Champions, lui, le 7 août, il en a toujours aucune idée de ce que ça va donner. Non Le seulement stade, il n'a aucune idée de ce que ça va donner, mais il ne sait pas quand. À la limite, je crois que c'est Giron qui a fait ça, qui a annoncé qu'il publierait le prix et les disponibilités le jour du tirage au sort. Très bien. Les gens savent que le 29 août, ils seront fixés. Enfin, le 31. À Brest, non. On n'a aucune information sur quand les prix seront disponibles. Le club peut très bien dire on attend de voir les adversaires et on ajustera. Ça s'entend, très bien. Mais là, c'est du flou absolu et on préfère ne rien dire. Si personne ne sait quand ils sortent et que subitement, un matin, on te dit ah tiens, ils sont disponibles en ligne, toi, tu es au boulot, bah, tu te fais avoir. Enfin, c'est tout et là, bête, c'est de la transparence. Une date, c'est tout. C'est une, pas compliqué de donner une date. une date et une procédure en disant voilà, les supporters abonnés ont une priorité d'achat de temps de jours, etc., nombre de places, etc. Parce que Ce qui nous a été dit, ce qui nous je a crois, été dans dit, le mail de réabonnement, il me semble. il est indiqué dans le mail du 21 mai les avantages d'être abonné, place réservée sur tous les matchs de championnat, possibilité de revendre sa place via la bourse, 10% de remise à la boutique, un flocage offert, priorité d'achat pour les matchs de Coupe d'Europe et avantages tarifaires. C'est indiqué. Donc maintenant, ils sont obligés de le faire puisqu'ils l'ont indiqué. Voilà, donc ça date du 21 mai, depuis pas eu de nouvelles. Non, bah ça va faire 2 mois et demi. Et en fait, là, cet exemple, on touche à ce qui est le plus gros souci du Stade Brestois aujourd'hui, c'est la communication. Par communication, il y a deux choses différentes. Il y a la communication qui est un peu divertissement, c'est les photos, les vidéos, et on y reviendra après. Et il y a la première qui est la communication plus corpo et qui pour moi est la plus importante parce que c'est celle qui permet au club de défendre ses intérêts et de donner les informations pratiques. Et il y a eu un excellent tweet, je crois que je me souviens plus du nom de la personne, mais si elle nous écoute, je l'embrasse, qui explique que tout donne l'impression qu'à Brest, tout est fait à l'arrache et que à aucun moment on ne communique sur une décision. On préfère régler un petit souci dans l'ombre derrière sans mettre la moindre publicité dessus que dire ok là il y a un problème, on va faire ci, on va faire ça. Et que tout est fait un peu derrière, forcément c'est compliqué et c'est d'autant plus dommageable que une telle publicité, une telle transparence, ça permet au club de défendre ses intérêts.
Il y a un club qu'on prend souvent en exemple, c'est le Toulouse Football Club, qui a eu cet été un petit souci avec ses groupes de supporters sur la politique tarifaire d'abonnement. Les supporters ont proféré des accusations, ont donné leur point de vue, et au lieu de faire juste une réunion avec les supporters et d'essayer de tout régler comme ça en interne, sans vouloir faire trop de vagues, le club a fait un excellent communiqué de presse où ils disent précisément leur vision des choses, ils précisent quelle a été la logique, et en fait la position du club elle est audible, et elle fait exister le club de manière très audible. Et ça, c'est important. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui manque. Alors là, je donne un exemple un peu de conflit, mais il y a aussi d'autres choses dans lesquelles Brett, je trouve, ne se met pas assez en avant. J'ai un exemple, dans mon milieu professionnel, je suis amené à parler de temps en temps RSE. Et on ne le sait pas, personne ne le sait, mais Brest, c'est un club de Ligue 1 qui fait plutôt des bonnes choses en matière de RSE, que ce soit sur les questions d'inclusion vis-à-vis du handicap Alors avec RSE, des juste stades, précise peut-être pour ceux qui ne... responsabilité sociale et environnementale. Voilà. Euh, voilà, Brest fait aussi des bonnes choses sur les engagements climatiques. Il y a plein de trucs qui sont bien faits, qui sont pensés. Je crois qu'il y a une personne qui est dédiée, qui fait un excellent travail. Mais qui le sait? Qui le sait? C'est trop peu mis en avant. Bien sûr, le monde du football peut faire plus, mais Brest est plutôt un bon élève en Ligue 1 par rapport aux autres. Il faut continuer et il faut mettre ça en avant. Et voilà, ça c'est plus globalement au-delà de la forme, moi, ce que je regrette, c'est que Brest a trop souvent cette tendance à vouloir ne pas communiquer. On se dit, s'il y a un problème ou s'il y a quelque chose de bien, on ne le dit pas. On fait les choses, mais on ne le dit pas. Dans le monde d'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Juste pour rebondir sur le tweet, c'était Tom 24, 2944, pardon, qui avait dit tout ça. Exactement. Exactement. Et je termine juste sur, parce que ça amène en fait le principe clé aujourd'hui dans notre société, que ce soit pour les entreprises ou même les assos, c'est la transparence. Et ça, c'est un gros problème qu'on a, en tout cas, j'allais dire de suiveur extérieur, mais même de suiveur intérieur, c'est qu'on ne sait pas qui fait quoi au club. On a un organigramme très clair sur le sommet, avec Denis Le Saint qui est propriétaire, Lorenzi qui gère le sportif, Pascal Robert qui est le directeur général. En dessous, on a des postes qui sont attribués, bien sûr, très bien. Mais dans les faits, personne ne sait qui fait quoi, et on voit parfois des gens faire des choses qui ne semblent pas aller dans leur portefeuille. Je vais donner un exemple très simple. C'est Jean-Luc Lemagresse qui était en charge du pôle commercial. Il vient de quitter le club pour une retraite méritée, d'ailleurs, on l'embrasse. A priori, sa mission, c'était chercher des sponsors, il le faisait très bien, a priori. Enfin, il n'y a aucune remise en cause de ses compétences ou de sa manière de travailler, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, on a appris très récemment que Jean-Luc Lemagresse, en plus de ce pôle commercial, était chargé d'accueillir les nouveaux joueurs. C'est un peu surprenant et surtout, bah, c'est dit nulle part. C'est une tambouille interne peut-être, mais ça concourt en fait à un ensemble où on ne sait pas vraiment qui fait quoi au Stade Brestois et c'est un peu dommage parce que là, on évoquait le cas des supporters, je le relis, c'est une situation où souvent des gens qui veulent avoir affaire avec le club ne savent pas qui te contacter. Et la communication, c'est peut-être le sujet principal, évidemment, puisqu'on a fait donc un tweet sur les réseaux sociaux. Donc naturellement, c'est un moyen de communication que les supporters utilisent au quotidien. Donc évidemment, c'est le principal sujet qui est remonté de la bouche des supporters et qu'on rejoint naturellement, puisque bah, on est justement trois de ces supporters, pas différents des autres. On a les mêmes envies, les mêmes consommations, on va dire, du club. Et on a vu plusieurs tweets qui disaient notamment qu'ils étaient un peu surpris de voir que les informations qu'ils recevaient, bah, ils les recevaient par d'autres sources que le club. Et là, on va donner un exemple tout bête. On a annoncé aujourd'hui, le 7 août, la prolongation de Brendan Chardonnay et de Grégoire Couder. Ça fait 1 ou 2 semaines qu'elle est officielle et il n'y a pas eu de communication. C'est un peu surprenant. A priori, même les joueurs sont surpris qu'il n'y ait pas eu de communication. Oui. Ça veut dire que eux n'ont pas dit au club de non, non. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi ils le feraient, mais dans une idée un peu, je sais pas, de non-transparence, voilà, de rester un peu opaque. Ils n'ont pas dit au club non, non, ne communiquez pas là-dessus. On ne sait pas trop pourquoi il n'y a pas eu de communication sur ces deux prolongations, parce que d'autant que Brendan Chardonnay est quand même un des joueurs les plus appréciés. Et donc au milieu de toute cette instabilité autour du club, voir que le capitaine est visiblement, même si visiblement les contrats ne sont pas nécessairement faits pour être respectés selon les joueurs,
Pour le coup, le capitaine, lui, a quand même montré une certaine fidélité au club. Alors, on espère d'ailleurs qu'il a eu un petit dessous de verre lors de sa prolongation. Sinon, au niveau communication, pareil, il y a des gens, alors nous on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont pas adeptes des réseaux sociaux, qui n'y vont pas. Et pour eux, la moyen de s'informer sur le Stade Brestois, c'est aussi le site officiel du club. Il vient d'être au courant que le club venait de monter en Ligue 1, là. Voilà, parce que le site officiel, l'effectif n'est pas à jour. Quand on clique sur l'onglet Actualité, la dernière actu, elle date de février. Et SB29 TV, la dernière interview, c'est Belkebla. Je sais pas si vous vous rendez compte en gros, supprimer le site si vous voulez pas le mettre à jour. C'est aussi la vitrine extérieure, Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est le principal. la porte d'entrée en fait. Exactement, que ce soit pour nous supporters, mais également les non-supporters. Si nous on a envie d'avoir une info sur le Toulouse Football Club, on va sur le site du Toulouse Football Club. Hein, si les supporters adverses ont besoin d'avoir une info je sais pas, de l'effectif du Stade Brestois, normalement ils vont sur le site du Stade Brestois. C'est vrai qu'en tant que supporter, on n'a pas tellement, et ça c'est quelque chose, je me souviens très bien, on l'avait dit il y a 5 ans déjà, on n'a pas tellement d'intérêt à aller sur le site internet du Stade Brestois finalement. Hein. On pourrait en avoir pour les jeunes, pour les féminines notamment, sauf que on a des nouvelles une fois toutes les semaines quand le club reprend l'article du Télégramme dédié au match du week-end des jeunes ou des féminines, mais on n'a pas d'interview par exemple de Nicolas Marillet concernant la formation du club. On n'a pas eu non plus de communiqué Sur la Youth League. sur la Youth League, sur même les féminines. Hein. Il y a eu quand même une grosse embrouille. Alors le club avait communiqué, mais depuis il y a rien eu, pas eu de résultats d'enquête ou de quoi que ce soit. C'est tombé un peu aux oubliettes. Alors qu'il y a Voilà, quand même une grosse partie de l'effectif des féminines, plus l'entraîneur qui sont partis. L'entraîneur ayant dit qu'il allait révéler des choses dans la presse si finalement il est parti. Je pense qu'il a dû partir, pas rentrer dans les détails, mais il est parti et remplacé depuis. Et on a bien vu qu'il y a une communication pour dire qu'ils allaient changer la manière de travailler avec les féminines, revenir à quelque chose de plus local, etc. Mais en fait, ça s'est très mal passé. Et je me souviens qu'il y a 5 ans, on avait dit que l'onglet le plus mis en avant, c'était celui des partenaires. C'était le côté business du Stade Brestois, alors que niveau contenu, on pourrait avoir, je sais pas, une interview du directeur marketing, qu'est-ce qui va se passer concernant la Ligue des Champions, une interview de je sais pas, même le gars de Sparfell, comment comment il rajeunit les terrains l'été, que ce soit Francis Leblay ou même le centre d'entraînement, voilà, des trucs un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, qui apportent un peu du contenu dans une période où il y en a pas tellement puisque c'est la préparation. Mais malheureusement, ouais, on n'a pas de tout ça, on n'a Et, pas grand-chose finalement hein, à se mettre sous la et dent. tes exemples, ils rajoutent une chose importante quand tu te revendiques un club familial et proche, populaire, c'est que ça donne de l'humain. Là, tu vas sur le site du Stade Brestois, tu ne mets pas de visage. En fait, tu as les joueurs et puis c'est tout. Tu as l'impression que le club, c'est les joueurs, les féminines qui sont un peu dessus. Et c'est tout. Tu ne sais pas quelles sont les petites mains derrière, quels sont les partenaires qui me mettent en avant. Même si par contre, c'est vrai, l'onglet partenaire et business est bien mis en avant. Et globalement, on profite, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire, la stratégie commerciale vis-à-vis des partenaires locaux, ça a l'air de bien fonctionner et de mettre une maille solide. Donc là-dessus, le pôle commercial, on n'entend que des choses positives dessus. Je n'ai pas les expertises, mais il faut le dire aussi, beaucoup de gens sont très satisfaits de ce qui est fait sur ce point-là. Et autre chose positive, parce qu'il faut le dire sur la communication, c'est on avait pu râler et faire remonter les, euh, les demandes des gens la saison passée, les saisons précédentes, c'est que les matchs amicaux n'étaient pas visibles. Là, ils ont été visibles, en bonne qualité, et en plus, ceux qui sont joués en France étaient commentés, et plutôt de manière agréable. Donc ça, c'était une très bonne idée, une belle réussite, Et on saluera aussi les petites vidéos vues du quai qui était très bien. pendant les matchs du Stade Brestois, qui ont Très bien. été une très très bonne idée également, bien filmées, qui pour le coup nous faisaient un peu vivre le, le, les matchs de l'intérieur, vu du terrain. Ce qui, voilà, c'était une très très bonne idée et ça a été plutôt réalisé avec brio. Donc, salutations à celui qui a eu l'idée et qui les réalise. On peut pas en dire autant peut-être du film de fin de saison, Aïe, aïe, aïe. même s'il a eu le mérite d'être fait. Ouais. Je pense que c'était quand même une obligation
Hein, Oui, on va pas mettre ça comme point positif à proprement parler. minimum. Malheureusement, et c'est vrai qu'on en a discuté ensemble, mais très honnêtement, j'étais curieux de savoir un peu l'avis des autres supporters parce que clairement une bonne idée, mais la réalisation, je pense, était assez. Alors ça va être un mot assez violent, mais très amateur quand même. Alors On dirait que précisons que ce n'est pas le club qui a réalisé le documentaire. C'est précisé dans les crédits, ils ont mandaté une agence de communication pour le faire, Ça veut dire mais qu'ils ont payé quelqu'un pour le faire. visiblement. C'est pour Mais ça que t'as après, pas on un voit foot qu'il y vert a pour 6. Il faut payer après. alors je peux me tromper, hein, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit dans les crédits, je crois que c'est les copains de je sais plus quoi, de Mais il me semble qu'ils avaient fait un de la film comme ça pour un autre club aussi, non? Bon, quoi qu'il en soit, peu importe qui l'a fait, que C'est ce pas très soit bon. le Stade Brestois ou pas, parce que finalement le Stade Brestois l'a publié, hein, donc ça veut dire qu'ils étaient globalement satisfaits du résultat. Si moi je demande à quelqu'un de faire quelque chose et que je suis pas satisfait, je le publie pas. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr. Mais ouais, tout un tas. Le son était malheureusement assez catastrophique. On espère que Bruno Grougy a été Libéré. est sorti de sa prise d'otage. En fait, il y a pas d'émotion dans ce film. C'est un peu dommage. Il n'y a pas Ouais, d'émotion. c'est Il y a un dommage. changement de rythme. Et de toute façon, il y a quelque chose qui ne trompe pas. C'est on a regardé le nombre de vues. Il y a 20 000 vues pour le premier épisode, 10 000 pour le dernier. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des gens qui n'ont même pas été jusqu'au bout. Donner le dernier mot à François Cuillandre, c'est un peu remuer le couteau dans la plaie également. C'est la honte. Donc voilà, c'était vraiment pas une franche réussite. On peut-être se dit préciser en pourquoi 10 ans, peut-être qu'on ira le re-regarder, par obligation, mais je pense pas qu'on prendra beaucoup de plaisir. Heureusement qu'on a quand même téléchargé les matchs à Rennes et à Toulouse. Je pense que ce sera plus agréable. Peut-être préciser pourquoi ça nous ulcère que François Killandre ait le dernier mot. C'est parce qu'il y a eu la fête de célébration post-saison qui a été mise en place le lendemain à 10 h, le lendemain du match face à Toulouse. Évidemment, il n'y avait personne. Pour le coup, on a vu beaucoup de gens râler et la voir très mauvaise, mais de tous les échos qu'on a, pour le coup, c'est pas vraiment la faute du club. C'est la mairie qui a imposé de manière unilatérale. Et c'est pour ça que ça nous ulcère. Malheureusement, la mairie de Brest a privé ses supporters d'une grande fête, mais pour le coup, le club, a priori, n'y irait pour rien. Il n'y a pas grand-chose à dire. Non, mais t'es pas obligé de mettre François Cuillandre à la fin du film. Du tout d'ailleurs, même au début, au milieu, t'es pas obligé de le mettre du tout. C'était vraiment pas nécessaire. Oui, par contre, c'est une des rares fois où on a entendu Denis Le Saint s'exprimer. C'était d'ailleurs assez sympathique. Et ça, c'était une suggestion qui était faite par plusieurs abonnés, c'est que ça serait bien d'entendre, de faire un peu des bilans de fin de saison. Alors, c'est pas forcément Denis Le Saint, mais ça peut être le directeur général Pascal Robert. Et ça, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ils le font à Toulouse, ils le font à Marseille. Ça apporte de la transparence et ça permet, encore une fois, au club de défendre sa position, de donner sa version de certaines choses qui sont bien passées, de certaines qui sont mal passées. Et je pense pas que ce soit un exercice très compliqué à mettre en place, surtout que pour le coup, la presse, notamment locale, doit être assez friande de ce genre d'exercice. Et moi, j'aimerais aussi un petit peu plus d'ambition, parce on a dit directement après la qualification en Europe qu'il n'y aurait pas particulièrement de sponsors en plus, qu'on cherchait pas, qu'on privilégiait les sponsors locaux, etc. Alors c'est très bien, hein, mais ouvre-toi à d'autres choses pour faire grandir ton club. J'aurais aimé savoir la position de Denis Le Saint sur les droits télé aussi de Ligue 1, parce que c'est silence radio au club depuis, alors que le dossier est quand même particulièrement important, et qu'on là, on va devoir se faner un abonnement à 30 et quelques 39 euros pour voir le Stade Brestois l'année prochaine. Il n'y a aucune prise de position forte dans le club qui semble pas du tout exister dans le football français. Tu as des clubs comme Reims, comme Montpellier qui parlent beaucoup via leur président. Brest qui a fini 3e de Ligue 1 l'année dernière, n'existe pas. Il n'y a pas de Brest dans les médias, on ne parle pas de Brest. Club anonyme, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout et qu'à Brest tout le monde s'en fout aussi. C'est un petit peu dommage. On va juste dans sa globalité, hein, finalement, la communication, et tu faisais bien de mettre en, en lumière les deux côtés de la communication. Hein. Il y a le côté, comme tu l'as dit, Yann, le côté divertissement, et davantage le côté un peu plus professionnel. C'est vrai que le côté divertissement, on pourrait faire mieux, mais au moins on l'a. Il y a des photos d'entraînement, il y a un peu de contenu autour des stages. Je pense que là, ils font un peu ce qu'ils peuvent. Ouais, tout à fait. On en a parlé clairement, pour rien cacher aux gens, on en a parlé avec donc, le responsable de relations presse du Stade Brestois, Valentin,
qui lui est tout à fait à l'écoute et tout à fait disponible pour répondre. Et on en a parlé vraiment longuement et vraiment, lui, il disait que bah, déjà, pour faire de la communication comme certains clubs, il prenait l'exemple, je sais plus si c'était de Angers ou de Toulouse, ils sont très nombreux au service communication. Et donc là, c'est pas de sa faute, c'est aussi que le club ne met pas à disposition suffisamment de personnel pour faire des choses bien. Quand on lit sur les réseaux que le community manager bah, se fait un peu incendier pour certains trucs, lui pour le coup, il y est pour rien. Enfin, vraiment, c'est pas sur lui qu'il faut s'acharner, au contraire. Pour illustrer précisément, j'ai eu les chiffres. Alors, c'est pas l'an dernier, c'est l'année d'avant. À Toulouse, ils sont 9 temps plein à gérer la communication. Voilà, bah, Brest, c'est 3 fois moins. Et ils ne font que ça, parce qu'à Brest, certaines personnes de la communication ne gèrent pas que la communication. Mhm. Donc, pour le coup, c'est une question de moyens. Et c'est des choix aussi, hein. On peut comprendre que Non, 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 Brest non, a on peut pas volonté. comprendre. Non, non, Moi, je suis désolé, moi, je suis ouais, pas d'accord avec toi non plus. ouais, après, mais pour moi, la communication en 2024, c'est quand même très, très important, voire capital, hein, parce que bah, tu existes aussi euh, par ta communication sur à l'international, enfin, que ce soit sur le côté national et international, mais aussi local. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'informent du Stade Brestois via sa communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, site internet, YouTube, etc. Et ça permet à la fois aussi de fidéliser tes supporters, La fanbase, ouais, de ouais, de rapprocher aussi les joueurs, si tu les mets un peu en valeur, leur côté humain, de se retrouver dans les joueurs. Il y a des joueurs comme Hugo Magnetti, Malik Camara. Je pense que tu leur donnes une caméra dans la main, c'est excellent, quoi. Tu vois, il n'y a pas besoin de faire non plus des trucs ultra créatifs comme à Lens c'est ou à peut-être Toulouse. risqué. Ouais, mais après, bah, Il y a une ouais, caméra Brendan Chardonnay, attention. et voilà, tu vois, quelque chose comme ça, et ça permet aussi, via ta visibilité, d'attirer des nouveaux sponsors, si tu veux. Bah, Je d'ailleurs, suis tout à fait d'accord. Ouais. La Ligue des Champions, avec ça, Malo va être sur les maillots Ligue des Champions, hein, si je dis pas de bêtises. Bah, pour le coup, on a eu des interviews et des réactions des PDG de la CIL. Et bah, lui, il était évidemment aux anges, hein, toute la saison, puisque bah, on parlait de Brest non-stop. Il y avait Malo dans les médias non-stop. Bah, évidemment, si tu communiques aussi comme ça avec davantage de followers, davantage de suiveurs autour du club, bah, il y a peut-être plus de yaourts à la vanille qui vont se vendre. Donc évidemment, ça sera un vrai succès pour tout le monde. Et en fait, je ne comprends pas. Et vraiment, que tu l'as bien dit, Fanch, je pense pas que les fautifs soient principalement les personnes dans la cellule de communication, mais je pense qu'au-dessus, on ne se rend pas compte de l'importance en 2024 de tout ce qui est communication. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit qu'on retrouve autour du BBH. Hein. On n'a pas non plus beaucoup de communication autour du BBH. Alors, je suis pas suiveur et aucun de nous n'est suiveur, mais le fait qu'on ne soit pas suiveur et qu'on ne se rende pas compte qu'on voit beaucoup de choses autour du BBH, ça montre qu'il y en a peut-être pas beaucoup aussi, parce que justement, on serait peut-être les personnes visées de cette communication. Donc, si elle n'existe pas, c'est qu'on est mal informé ou où il n'y a pas de communication. Et même autour du groupe Le Sein, on n'a pas tellement de communication ou de publicité ou voilà d'autres choses. Donc je pense que voilà, c'est pas le credo du groupe Le Sein, des personnes en place, mais malheureusement voilà, un club de football n'est pas une entreprise comme les autres. Et évidemment, il ne répond pas au code du monde du travail, entre guillemets. Il y a quand même besoin d'avoir d'autres choses. Ça ressemble plus à C'est un peu le monde du divertissement et du ouais, c'est ça, spectacle aussi. de création de contenu, hein, finalement. C'est du divertissement, comme tu l'as dit. Et moi, je trouve que ça reste hyper important. Et malheureusement, il y a quand même de gros déficits à ce niveau-là. C'est dommage de ne pas surfer justement sur une qualification en Ligue des Champions, parce que là, tu vas avoir une visibilité qui va être énorme. T'as au minimum 8 clubs européens qui vont s'intéresser à toi, des supporters qui vont vouloir en savoir un petit peu plus sur toi. Parce que quand le supporter de Madrid il va affronter Liverpool, il va pas se demander qui est Liverpool, il le sait, ça fait des décennies que les clubs s'affrontent. Mais Brest, je pense que 95% des supporters européens déjà ne sait pas qu'il y a un club qui est à Brest, ne sait pas quel est ce club. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient en savoir plus. Et en l'occurrence, si ils veulent aller voir ça sur nos réseaux, ça risque d'être un peu déceptif, parce qu'il n'y aura pas grand-chose qui
qui sera mis à disposition pour eux. Donc c'est vraiment très dommage de ne pas faire le nécessaire au club, et je pense qu'effectivement ça vient vraiment plus d'en haut que du service de communication qui, lui, malheureusement, fait un peu ce qu'il peut. Il y a aussi les congés à gérer, les horaires de travail, ils vont pas faire du 8h, 23h non plus. Donc si les gars ils sont 2 ou 3, c'est pas évident non plus. Et Tu c'est vois, des gens de bonne volonté, hein. une idée à la con, tu donnes, tu vas avec 2-3 joueurs dans tous les endroits importants de la ville et tu présentes la ville, quoi, pour des clubs pour des supporters qui ne connaissent pas le Stade Brestois ou la ville de Brest. Bah voilà, tu leur présentes et ça peut être quelque chose de sympa. Par exemple, tu vois, tu es en Italie, bon, tu prends 2 joueurs, tu leur fais goûter des spécialités locales qu'il n'y a pas en France. Quelque chose de très simple et qui se fait quand par exemple des clubs font des tournées asiatiques, tu prends des spécialités sud-coréennes, tu leur fais goûter et ils aiment pas, c'est rigolo. Voilà. Tu fais quelque chose de comme ça en Italie. Pour une fois que Que le club le Stade voyage. Brestois exact, va à C'est l'étranger. pas le genre de truc que tu feras en Ligue des Champions, parce qu'ils seront concentrés sur les matchs. Là, les stages de pré-saison, et ce qui est un peu dommage aussi, c'est qu'on lit dans la presse, dans l'équipe, pour ne pas le citer, cette semaine, que les journalistes n'avaient pas accès aux joueurs lors du stage en Italie. Donc le club commence un petit peu aussi à se fermer à ce niveau-là, et c'est regrettable. Et ouais, on parle de ça parce que justement il y a ce virage Ligue des Champions et qu'on a l'impression qu'on est en train de le rater complètement, quoi. Après, Et, en gros, même si on rate le virage Ligue des Champions, à la rigueur, mais parce qu'on va revenir à notre quotidien du Stade Brestois Ligue 1 après, mais il faut quand même pas oublier qu'on reste un club de Ligue 1 et qu'on même au niveau de la Ligue 1, tu l'as dit au début du podcast, Quentin, même au niveau de la Ligue 1, on est assez faible. En résumé, je pense que ce que les supporters demandent, c'est un peu plus de respect par rapport à leur investissement qui est quand même assez important pour un club de football et surtout par rapport à ce que le club peut offrir en termes de contrepartie. Évidemment, il y a le côté sportif qui, lui, pour l'instant, est très bon ces dernières années, mais qui n'a pas toujours été très bon aussi. Et pourtant, les supporters étaient toujours là. Donc, je pense que le club doit aussi faire un effort à ce niveau-là pour aller chercher et entretenir cette culture club que peuvent avoir les Brestois. Hein. Je pense qu'en termes de standing, il y a beaucoup de clubs qui ont le même que le Stade Brestois, qui aimeraient avoir une fanbase aussi dévouée et fidèle. Je pense à des clubs comme Clermont, comme Angers par exemple, qui n'ont pas des supporters aussi investis, on va dire, pour leur club. Il y en a, mais je pense que c'est pas autant qu'à Brest. Et je pense que voilà, ça mériterait quelque chose d'un peu plus conséquent, un peu plus fourni au niveau de l'offre proposée par le club pour continuer à aller chercher des supporters et à garder les supporters actuels. À propos de supporters, on a évidemment une pensée très très forte pour les Celtic Ultra qui ont perdu l'un des leurs, Julio, qui a malheureusement perdu son combat avec la maladie il y a peu, parti beaucoup trop tôt. Donc on pense évidemment à la famille, aux amis de Julio et à sa famille, on va dire, footballistique des tribunes, les Celtic Ultra. voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus. On a suffisamment parlé de beaucoup de choses qui selon nous n'étaient pas suffisants au Stade Brestois. C'est vrai que quand on Et c'est voit pas que selon nous trois d'ailleurs, hein. C'est non, important. c'est vrai. Selon beaucoup de gens qui ont participé, qui ont répondu à nos différentes demandes. Et malheureusement, quand on a demandé ça, il n'y a pas eu beaucoup de positifs, quoi. Et j'ajoute aussi une chose pour terminer, que si le club souhaite réagir ou répondre à certains points qu'on a soulevés, on est tout à fait disposé à les laisser répondre, hein. Il n'y a aucun problème, le droit de réponse est bien entendu possible. Je pense qu'on a été assez complet. On a essayé d'être le plus complet possible, en tout cas. Évidemment, le côté sportif va reprendre ses droits le plus rapidement possible. Sur lequel on a dit beaucoup de bien. Très rapidement, on va essayer de faire peut-être quelque chose pour la pré-saison. Ouais, peut-être pré-saison. Puis on a des petites idées qui viennent, ça et là, on en parlera en temps et en heure, mais pour la Ligue des Champions aussi. Donc je pense qu'on va se retrouver au mois d'août, au moins encore, et puis les présentations de recrues si jamais il y en a. À mon avis, on devrait se retrouver au mois d'août pour d'autres épisodes encore. Et bon anniversaire au podcast, messieurs. Déjà Bon 5 ans. anniversaire. 5 ans. Messieurs, à la prochaine.
Ciao. Merci de nous écouter. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir, surtout sur ce genre de podcast, à dire si vous êtes d'accord ou pas. À la prochaine. Et Brest. Allez, bref. C'est du soleil au cœur de nos voix.